Dans Monster Hunter, certaines créatures ne gagnent pas que par la force brute, mais par des ruses sournoises telles que des pièges, de la patience et du contrôle de terrain. C'est le cas des temnocérans, arthropodes géants ayant une silhouette d'araignée, mais surtout un talent pour transformer une caverne en pièce d'exécution. Ils sont apparus pour la première fois dans Monster Hunter 4 et elles se caractérisent par des caractéristiques arachnoïdiennes. Ces créatures, vous pouvez les voir comme des architectes de terrain. Ils sont capables de modeler un milieu de territoire de chasse et c'est ça qui les rend uniques. Un corps segmenté, carapace chitineuse, membres multiples terminés par des serre-crochets pour l'escalade et l'accrochage au plafond et au mur. Mais cette architecture n'est pas qu'un squelette d'insectes géants. Elle sert une mobilité tridimensionnelle et un contrôle total de la hauteur. Donc vu qu'ils sont en taille grandeur nature, l'effet est intimidant, d'autant que beaucoup redoutent déjà les petites araignées, ce que je comprends totalement. Certaines lignées ajoutent des interactions thermiques comme par exemple le Rachna-Kadaki qu'on verra plus tard, ou des profils toxiques spécifiques comme certaines sous-espèces. Mais l'intensité exacte dépend de l'espèce et du contexte bien entendu. Donc place au concret, on ouvre avec la Nerscylla. La Nerscylla est un temnocéran qui se part d'une peau de gypséros fixée sur son corps. Mais ce n'est pas un simple trophée, cette dépouille agit comme camouflage et carapace additionnelle. Semblable à une immense araignée, l'animal présente un exosquelette blanc ponctué de zones orangées et brumes striées de marques bleutées, avec des touffes de poils sur les pattes et plusieurs segments corporels. Mais la signature visuelle la plus dérangeante vient de la peau de gypséros maintenue par de grands pics mauves sur l'abdomen. Mais la motricité ne suffit pas, elle est armée de deux grands pédipalpes qui sont les membres proches de la bouche terminés par un crochet effilé. Donc ses bras agrippent la proie ou servent d'ancrage pour se suspendre aux parois. Au niveau de l'abdomen, il porte un dard chargé d'un fluide tranquillisant capable de provoquer le sommeil. Chez les individus plus âgés, la piqûre peut infliger un poison mortel. Mais l'outil final reste les énormes chélicères rétractables, enduites de venin, prêtes à perforer quand la cible cesse de bouger. Donc l'enchaînement est clair, entrave, sédation ou empoisonnement, puis morsure décisive. Le masque est complet, 6 yeux bleus scrutent l'obscurité. Mais la peau empruntée n'est pas qu'une astuce visuelle, la Nerscylla spectrale fait la même chose avec une peau de Kezu. Donc le principe est transversal au groupe, on se protège en portant ce que l'on chasse. Donc quand on l'entend, c'est déjà trop tard, la fenêtre d'erreur se resserre. La créature produit une grande quantité de toile très rapidement, comme des filets, une matière durable et collante. Mais cette soie ne sert pas qu'à tendre un piège. Elle immobilise, compartimente l'air, crée des lignes d'alarme et permet la suspension. Donc le terrain neutre devient une architecture défensive avec des plafonds vivants et des planchers trompeurs. La Nerscylla peut s'accrocher au plafond par un fil, s'y balancer et se jeter sur l'intrus. Et quand elle se déplace sur une plateforme de toile, elle peut traverser sa propre nappe pour piéger par dessous. D'ailleurs, au niveau de leur faiblesse, l'espèce est vulnérable au feu et à la foudre. Mais certaines parties peuvent aussi être brisées, faucilles des bras, pics du dos et même la peau de gypséros qui lui sert d'armure. Donc son arsenal s'émousse si on cible les bons points. D'ailleurs, on peut notifier que ce prédateur d'embuscade observe, mais il n'agit pas seul, c'est la géométrie qui travaille pour lui. Prédateur rusé, l'animal piège, affaibli au venin, puis conserve les corps en cocon. Mais si elle raffole des gypséros, elle consomme toute créature qui finit dans ses filets. On la croise dans des biomes sombres et riches en minéraux. Mais ses nids de toile solides sont particulièrement présents dans le vallon immergé. On l'aperçoit aussi en forêt primitive. Mais ce n'est pas la carte qui fait le danger. Ce sont les grottes, canyons et plafonds bas. Donc plus l'espace se rétrécit, plus l'araignée géante dirige la trajectoire du chasseur. Et fait notable, on ne l'observe pas dans des zones sans gypséros. Mais l'espèce niche également près des terres agricoles, là où le bétail abonde. Donc des incursions vers les fermes surviennent, et des attaques de malchanceux qui croisent son réseau. Et d'ailleurs, la Nerscylla spectrale applique la même grammaire, mais avec un biais plus sombre et des toxines renforcées. Donc la marge d'erreur se réduit encore, et c'est ce que nous allons voir de suite. Cette sous-espèce affiche une livrée plus sombre, aux teintes violacées bleutées, pensée pour disparaître dans l'ombre. Mais la silhouette reste celle d'un temnocéran. Donc l'arachnide wyvern conserve l'outillage de contention tout en gagnant un avantage visuel net en milieu obscur. L'araignée chasseuse privilégie l'ombre épaisse, enchaîne les refilages et surgit depuis le plafond. Mais elle engage plus près que sa parente, profitant d'une lecture tardive du danger. Donc les réactions du chasseur arrivent une demi-seconde trop loin. Cette prédatrice isole une cible, l'englue dans des couches successives puis bascule sur la suivante. Mais maintenant parlons de la Rachna-Kadaki, la matriarche temnocérin présente un abdomen massif gainé de sacs de soie, des membres robustes avec des gros crochets et une carapace qui supporte le transport de progéniture qu'on nomme les rachnoïdes. Mais ce volume n'est pas synonyme de lenteur, la structure répartit la masse et stabilise les déplacements verticaux. Donc la reine araignée se déplace, grimpe, pivote sans s'effondrer sous son propre poids. Mais ces réservoirs ne stockent pas qu'un matériau neutre. La soie peut être chauffée ou densifiée. Donc l'arthropode module son contrôle de zone en fonction de la situation.
Sa capacité signature sont des fils collants projetés par la bouche qui freinent, ligotent et scellent des couloirs. Mais ici, les fils ne sont pas seulement des cordes, ils servent de charpente à de vraies cloisons. Donc la zone se referme et force des trajectoires prédictibles. Du côté progéniture, les Rachnoid Arcelles coupent les angles et protègent la mer. Mais leur nuisance paraît faible, sauf que détrompez-vous. On l'observe dans des grottes et environnements thermiques jusqu'aux zones volcaniques. Mais sa sous-espèce allume vraiment la pièce. Donc on va voir ça de suite, voici le Rachna-Kadaki de feu. Cette sous-espèce incendiaire reprend la morphologie de la matriarche, mais la signature visuelle est plus chaude. Dans la pénombre rougeoyante, le Rachna-Kadaki de feu ressemble à son homologue classique. Mais quelques détails changent tout. Le corps tire vers un gris clair, les crochets luisent d'un orange presque incandescent. La sangle est devenue noire comme du goudron fraîchement coulé. La méthode, elle, demeure arachnéenne. Toile tendue, angle fermé, proie cernée. Certaines attaques classiques de l'arène déclenchent désormais une déflagration et laissent au sol des pyrantulas prêts à être réutilisés. Mais le secret de cette chorégraphie est sonore. Un organe interne émet une fréquence précise pour transmettre des ordres très développés jusqu'à en faire des bombes à distance. Sur le terrain, la reine est agressive et rusée. Elle appâte avec ses pyrantulas, referme avec ses toiles et frappe quand l'ennemi lève les yeux. Mais elle garde ses préférences, le Volvidon figure parmi ses proies favorites. Comme la Rachna-Kadaki standard, la forme de feu déteste le froid. La plupart du temps, on l'observe dans les cavernes de lave et à la citadelle, mais partout où l'air étouffe de chaleur et où la soie prend feu, la souveraine ardente peut régner. Alors certes, la Rachna de feu enferme et allume, mais la prochaine venue des terres sauvages réécrit peut-être la grammaire Temnocéran. Le Lalabarina est présenté comme un nouveau Temnocéran dans Monster Hunter Wilds, donc on s'en tient à une lecture factuelle et on se réserve les conclusions et théories dans cette vidéo. La silhouette conserve l'ADN Temnocéran, membres multiples, carapace, outillage de filage jusqu'à la classique. Mais l'allure paraît plus vive avec des transitions rapides sol-plafond et un gabarit moins massif que le Rachna. Dans la lumière filtrée d'une clairière pourprée, une Temnocéran s'avance comme en absenteur. Fourrure blanche qui accroche la brise, deux paires de pattes gris foncé aux pointes orangées qui effleurent le sol comme des pointes de danse. Ces pédipalpes restent d'abord recroquevillés sous le corps, mais quand ils se déploient, ils égalent la longueur des pattes et se terminent par trois grandes griffes faites pour saisir. Et au bout de l'abdomen dort un dard bien réveillé. En combat, la Lalabarina donne l'illusion d'un balai. Elle tourne autour de sa cible, rapide, agile, enchaînant grands bonds et pivots sur elle-même. Quand la créature s'énerve, la rose souffle davantage. Elle gratte l'abdomen avec ses pattes arrière pour lancer des fleurons tout autour d'elle et depuis sa toile tourbillonne pour les éjecter sur toute une zone. Ils restent au sol un moment si anodin qu'on les oublierait, mais les toucher suffit à déclencher la paralysie. Donc en pratique, sa salle de spectacle est aussi son arme. Elle construit d'ailleurs un nid de toile écarlate où ses fleurons paralysants, produits par association d'eau et de ses fluides, piègent et conservent les proies. On l'observe surtout dans la forêt écarlate où la lumière rouge et l'humidité favorisent sa mise en scène. Mais elle a déjà été aperçue dans les ruines de Wyveria. Donc là où le relief retient la soie et où l'air porte les fleurons, la danseuse peut surgir. Quant à son nom, Lalabarina n'est que la translittération du japonais Rabarabarina. Il mêlerait l'indonésien Labalaba qui veut dire araignée, le japonais Bara pour rose, mais aussi ballerine. Les Temnocérans ne gagnent pas en faisant plus de bruit, ils gagnent en te laissant moins de choix. Mais chaque mécanisme a sa contre-mesure, coupe ciblée, gestion de statut, lecture de terrain. Nersila et sa lacération, la spectrale et sa densité, le Rachna et sa coordination, celui de feu et son ignition, Lalabarina et ses mystères, 5 visages d'un même langage. Mais tant que Wilds n'a pas livré tous ses secrets, on garde une ligne prudente sur les nouveautés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez qu'on aborde prochainement sur Monster Hunter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Comme d'habitude, je vous remercie du soutien énorme que vous apportez à la chaîne et ne vous en faites pas, de nouvelles vidéos vont arriver très bientôt. Wow. Eh non mais là c'est pas possible, vous avez vu l'enchaînement, mes frères? Mais c'est une dinguerie!